11h-13h sur Europe 1. Pascal Praud. Sarah Bardet est avec nous, bonjour. Bonjour. Réparer, surmonter un AVC à 29 ans aux éditions Stock. Et c'est vrai que ce qui vous est arrivé est absolument sidérant. Aussi loin que mes souvenirs remontent, écrivez-vous, j'ai toujours entendu que j'avais une tête bien faite. En réalité, elle ne l'était pas tant que cela, puisque s'y était logé sournoisement ce que le premier médecin à me prendre en charge a qualifié de bombe à retardement. Cette bombe a explosé quelques semaines avant mes 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans la nuit du 27 au 28 juin 2021, je me suis couchée assez tôt. J'étais fatiguée, j'étais jeune maman de 2 petits jumeaux qui avaient 22 mois à l'époque, donc avec un quotidien bien rythmé. Et je me suis couchée particulièrement tôt. J'avais eu un week-end éprouvant, c'était un dimanche soir. J'ai été réveillée à 2h45 par un retentissement important dans ma tête, une douleur importante. J'ai tapé sur le père de mes enfants pour qu'il allume la lumière. La pièce s'est emballée, elle s'est mise à tourner autour de moi. J'ai eu des vertiges. Je me suis levée, je lui ai demandé de m'accompagner à la salle de bain puisque j'avais la nausée. Et sur le chemin de la salle de bain, mes jambes m'ont lâché. Je me suis mise à vomir du sang. Et il n'y avait eu aucun signe avant-coureur avant cette nuit-là ? Il n'y avait pas eu de signe avant-coureur. J'étais en parfaite santé. J'étais, comme je viens de le dire, un petit peu fatiguée, mais pas plus qu'une jeune maman avec un quotidien très rythmé. Et surtout, je n'avais pas de facteur de risque. C'est-à-dire que je n'avais pas d'hypertension, je n'avais pas de cholestérol, je n'avais pas les facteurs de risque. Et j'avais un mode de vie sain, comme une jeune maman. C'est-à-dire, je ne me couchais pas à 5h du matin, comme on peut l'imaginer. Si vous aviez eu, je ne sais pas si on dit d'ailleurs un scanner, ou en tout cas une IRM du cerveau, est-ce qu'on aurait vu, par exemple, la veille, qu'il y avait un problème ? Non. Alors, 80% des AVC pourraient être évités si on arrivait à identifier les facteurs de risque. Néanmoins, on ne peut pas le prévenir à si court terme. Alors, en l'occurrence, moi, je fais partie des 20% des AVC qui, comme je le disais, n'auraient pas pu être évités. Donc, encore moins dans mon cas. Mais non, on n'aurait pas pu le prévenir avec une imagerie. On aurait pu déceler des facteurs de risque si j'en avais eu. Mais c'est le seul levier qu'on a éventuellement. L'AVC, évidemment, c'est quelque chose qui effraie beaucoup de gens et certains ont peur de cela. Est-ce que les heures avant l'AVC, il y a des signes avant-coureurs très précis ? Vous avez parlé de fatigue et de maux de tête ? Alors, ils ont raison d'avoir peur. C'est effrayant, c'est même terrorisant. Ça l'est d'autant plus qu'on a le sentiment de ne pas avoir de prise sur la maladie. On a un petit peu l'impression que on accentue nos chances nos risques d'avoir un cancer du poumon si on fume, mais on ne sait pas vraiment comment on accentue nos risques d'avoir un AVC. Donc, je comprends que ça puisse être anxiogène, voire terrorisant. Il y a des symptômes. C'est-à-dire que oui, non, la fatigue n'est pas un symptôme, mais il y a des symptômes, l'affaissement d'une partie du visage, les difficultés d'élocution, la paralysie éventuellement d'une partie du corps, sont différents symptômes. Un maux de tête inhabituel, intense, peut être un symptôme. Un trouble neuro, soudain, est un symptôme. Mais dans mon cas, il n'y a pas eu de symptômes phares de l'AVC. Et c'est bien d'ailleurs ce qui a ce qui a causé une grande difficulté à poser le diagnostic. Parce qu'en plus d'avoir 29 ans, on ne pense pas à l'AVC tout de suite. Je n'avais pas ces symptômes dits classiques de l'AVC. Lorsque vous étiez venu, moi, ce qui m'avait frappé dans notre échange, c'est qu'effectivement, on n'en reparlera pas forcément ce matin, mais vous n'avez pas été bien accompagné pendant ces premières minutes, puisque l'homme avec qui vous viviez à l'époque était dans le déni et n'a pas voulu voir la gravité ou l'AVC que vous faisiez. En revanche, vous écrivez aussi, il est aussi crucial de savoir reconnaître l'AVC le plus vite possible, c'est ce que vous dites à l'instant, car chaque minute compte et pour cause, lors de l'AVC, chaque minute écoulée représente 2 millions de neurones perdus. Ainsi, les chances de survie diminuent de minute en minute et les éventuelles séquelles sont d'autant plus aggravées. Mais il est 12h40, à Dieu ne plaise bien sûr, mais quelqu'un a un AVC à l'instant dans ce studio. Que doit-il faire ? Que doit faire l'entourage ? Et combien de temps il a devant lui pour qu'il y ait le moins possible de séquelles ? Alors, plus la prise en charge est rapide et spécialisée, et plus elle est efficace. Autrement dit, plus vous allez vous diriger rapidement, donc plus vous allez appeler les secours rapidement pour qu'ils vous emmènent vers un service spécialisé, ce qu'on appelle une unité neurovasculaire, et meilleur sera votre pronostic, puisque votre prise en charge sera optimale. Donc, vous voyez, il y a 2 difficultés là qui viennent se croiser. Il n'y a pas de campagne de santé publique, donc il n'y a pas suffisamment de prévention, et à côté de ça, on ferme les lits en unité neurovasculaire. Donc, non seulement on ne prévient pas, mais en plus, on génère de la difficulté dans la prise en charge.
ça devient très compliqué. Effectivement, comme vous l'avez souligné, moi j'ai encore eu d'autres difficultés qui étaient des difficultés personnelles, puisque j'avais une vie de couple qui était déjà compliquée et qui n'a pas arrangé la situation dans le cadre de ma prise en charge. Mais même pour quelqu'un dont l'entourage serait réactif, il y a quand même des difficultés. C'est pour ça que c'est important qu'on en parle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Donc, vous allez à l'hôpital et dans quel état vous êtes? Là, les gens sont en train de vous écouter et se disent cette dame n'a absolument aucun souci, aucune séquelle et Sarah Bardin, finalement, elle a 30 ans et puis elle s'est bien remise. Voilà ce que les uns et les autres doivent penser en vous écoutant. Oui, c'est probablement ce qu'ils doivent penser. Ça a été un très long chemin et c'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui je prends la parole. C'est parce que justement, je suis dans un état qui me permet de me faire le porte-parole de cette cause, puisque il est peut-être plus difficile aujourd'hui d'écouter quelqu'un qui aurait de lourdes séquelles. Ça fait peut-être un petit peu plus peur. Je dis ça, je jette la pierre à personne. Je suis la première à ne pas avoir voulu me confronter au handicap, alors qu'il était pourtant bien présent au moment de ma rééducation. Donc Qu'est-ce qu'il y avait comme handicap? À mon moment où je me réveille du coma, je ne peux plus parler, je ne peux plus bouger, je suis emmurée dans mon corps. Ça va durer combien de temps? Toute ma rééducation va durer 2 ans au total. Donc pendant 2 ans, quasiment, vous ne pouvez pas parler? Non. Je vais recouvrer mes capacités au fur et à mesure. C'est-à-dire, ma rééducation complète va durer 2 ans, entre le moment où je me réveille de mon coma en réanimation et le moment où j'ai terminé ma rééducation libérale. Mais je vais faire des progrès au fur et à mesure. Et d'ailleurs, en rééducation neuro, c'est très étonnant, mais on fait les progrès les plus importants, 90% des progrès dans les toutes premières semaines. Donc les gens ont l'impression que vous allez très bien. En réalité, moi, je garde des séquelles, des handicaps invisibles. J'ai des difficultés avec ma main gauche, j'ai des problèmes d'équilibre. Et pour cause, on m'a enlevé une partie du cerveau. Donc, si vous voulez, évidemment, les gens me regardent en ayant l'impression que je vais très bien, et je vais très bien. J'ai repris une vie... Mais vous ne pouviez pas marcher, ni bouger, par exemple, aucune main lorsque vous sortez du coma? Au moment où je me réveille, absolument rien ne bouge, je peux même pas y mettre un son. Et vous êtes en panique? Je hurle, parce que c'est digne d'un film d'horreur, évidemment, et que surtout, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi je suis là, et pire que tout, je ne sais pas depuis combien de temps je suis là. Et c'est un point où j'insiste très lourdement dans le livre, c'est que cette situation cette situation se réveille où je suis perdue dans le temps. Je ne sais pas en fait si je suis là depuis 15 jours, depuis 15 ans, j'en ai aucune idée. Et ça va durer combien de temps à l'hôpital? Ça va durer un certain temps, jusqu'au jour où ma mère va me dire... mais il n'y a pas d'interaction, donc je ne lui réponds pas, donc il faudra qu'elle me le dise spontanément, jusqu'au jour où elle va me dire « J'ai finalisé l'inscription des garçons à la crèche pour la rentrée que tu avais démarrée ». Et là, je comprends que mes garçons, qui donc allaient avoir 2 ans, peu de jours après, normalement, cette nuit, qui est la dernière dont je me souviens, sont encore petits, donc je comprends qu'il ne s'est pas écoulé très longtemps. Mais vous êtes resté combien de temps à l'hôpital? À l'hôpital, alors, en réanimation, je suis restée 15 jours, ensuite il y a eu les soins intensifs. Ensuite, il y a eu le centre de rééducation en hospitalisation complète, puis il y a eu le centre de rééducation en hôpital de jour, puis il y a eu la rééducation libérale. C'est une renaissance. C'est une nouvelle vie. Mais ce qui demande une détermination et une volonté, ou qui se fait, vous diriez, naturellement, comme toute personne qui veut se battre? Je pense qu'il faut avoir une bonne raison de se battre, pour être tout à fait honnête. Et je pense que si j'avais pas eu mes 2 petits garçons qui avaient justement tout juste 2 ans à ce moment-là, je n'aurais pas eu cette volonté de m'en sortir tel que je l'ai eu. Et les médecins, ils vous disent que vous êtes une miraculée par rapport à la gravité de l'AVC? Oui, alors là encore, c'est assez compliqué parce que, en fait, il n'y a pas de réelle corrélation entre la zone, les lésions ischémiques, l'étendue des lésions et les séquelles. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un AVC qu'on va considérer comme étant un petit AVC parce que vous avez une toute petite zone ischémique dans le cerveau qui aura des dommages extrêmement importants. Et puis, vous avez mon cas de figure, par exemple, avec de vastes plages ischémiques, de vastes plages mortes dans le cerveau. Et pourtant, quand vous me regardez, j'ai pas de dommages. Donc, les médecins, là encore, c'était très compliqué puisqu'ils pouvaient même pas nourrir l'espoir en moi, puisqu'ils ne savaient même pas jusqu'où j'allais pouvoir aller dans ma rééducation.
puisqu'il n'était pas capable de faire ce lien. Mais quand vous dites j'ai des plages mortes dans le cerveau, cette expression, elle est à la fois effrayante et les conséquences, par exemple, sur votre intellect. Vous êtes une personne très brillante, vous avez eu le bac très tôt, vous étiez très doué, etc. Vous trouvez aujourd'hui que, par exemple, vous retenez moins vite, vous travaillez, vous avez besoin de plus de concentration, que sais-je, que sur le plan intellectuel, vous êtes moins performante. Rassurez-vous, on l'est tous avec le temps qui passe. La mémoire, c'est terrible. Je vous assure, on a oublié ce qui s'est passé la veille alors qu'on se souvient de ce qui s'est passé il y a 45 ans. Mais dans quel état vous jugez vos neurones, si j'ose dire, et votre cerveau? Alors, je ne sais pas si j'étais très brillante et si je le suis encore, ça je saurais pas le dire. Je vous confirme que vous l'êtes. C'est gentil, merci. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je suis moins multitâche. Vous savez, on voit, on a le sentiment qu'on peut faire plein de choses en même temps. C'est plus mon cas. Et d'ailleurs, vous avez vu, je m'empresse de répondre à vos questions de peur de les oublier en réalité. C'est-à-dire que les questions à tiroir, je m'empresse d'y répondre puisque je ne veux pas oublier le premier tiroir. Voilà, donc je dirais que c'est plus dans l'instantanéité qu'il y a une difficulté. En termes de fatigabilité aussi. En revanche, j'ai une vie tout à fait normale. Je travaille. J'ai la vie d'une maman célibataire qui travaille, qui élève seule ses enfants. Quel âge ont vos enfants aujourd'hui? Ils ont eu 5 ans au mois d'août, donc ils ont presque 5 ans et demi. Donc ça s'est passé il y a 3 ans. Il y a un peu plus de 3 ans, oui, tout à fait. Et donc, cet retour des enfers a duré effectivement quasiment 3 ans. Durant cette période, écrivez-vous, un de mes fils veut devenir neurologue. Il n'a aucune idée de ce qu'est un neurologue. C'est un gentil fils, il veut sauver sa maman. Et il a bien raison, mais il a compris que c'est le médecin de la tête et que c'est de là dont sa maman ne pourra jamais complètement guérir. Aujourd'hui, vous êtes suivi, j'imagine. Vous êtes à risque, entre guillemets? Alors, de ce que j'ai compris, vous restez à risque dans l'année qui suit l'AVC. Finalement, votre plus grand risque, c'est la dépression. Parce que c'est une maladie qui est très incomprise par l'entourage, qui crée des difficultés d'isolement social qu'on peut facilement imaginer. Et donc, votre plus grand risque après l'AVC, c'est la dépression. C'est pas tellement éventuellement un nouvel AVC, puisque vous avez une prise en charge. Eh bien, je vous remercie grandement. Et puis, je sais que c'est un sujet qui passionne les auditeurs et puis qui, hélas, concerne aussi certains ou certaines. Sarah Bardin, pour son livre Réparer, surmonter un AVC à 29 ans. C'est aux éditions Stock.